Et en repartant, on s'est pris un camion, donc du coup on a dû attendre 1 heure et après on a dû repartir, sauf que le bus est parti sans nos sacs. Et il y avait un autre bus qui nous attendait, mais on savait pas du tout où on allait, donc on essayait de demander et personne ne répondait, on pensait qu'on avait perdu nos sacs. Au final on les a retrouvés 1 heure plus tard parce qu'on est retourné au bus. Moi c'est Amélie, du coup j'ai 26 ans et je suis partie en voyage autour du monde, plutôt en Asie. Alors, j'ai fait le Sri Lanka, le Népal, le Laos, le Vietnam, le Cambodge et j'ai fini par l'Australie en backpack, donc en essayant de prendre le moins possible l'avion. Je suis partie avec une amie, on avait ça comme projet depuis 4 ans environ. Et donc l'envie de partir comme ça en backpack, ça m'a pris pendant mes études. J'ai toujours eu l'envie de partir en voyage, toujours eu l'envie de découvrir un peu le monde. Ça me frustrait un peu dans mes études de ne pas avoir eu l'occasion de partir justement en Erasmus ou des choses comme ça. Donc du coup je me suis dit que je prendrais le temps après mes études, une fois que j'aurais fini, pour partir comme ça, sac à dos et à l'aventure. Alors ça fait peur, bien sûr, c'est sûr qu'on se pose plein de questions, les préparatifs, ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de questions aussi de l'argent, comment on va financer tout ça, l'inconnu aussi. Moi j'avais de la chance d'être accompagnée, on était 2 à partir, donc ça fait un peu moins peur que de partir tout seul. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose, et puis voilà, la vie des parents, la vie de l'entourage, qui sont souvent à nous dire tu vas partir toute seule, tant de temps, c'est quand même dangereux pour une fille toute seule. Donc il y a beaucoup de questions qui te passent par la tête quand tu pars en voyage. Mais au final, c'est vraiment l'envie qui te pousse d'aller justement découvrir ce monde-là et surpasser un peu ces peurs qui entraînent à aller voyager. Une des peurs, je pense, principales des gens quand ils partent en voyage, surtout seuls, c'est qu'on a souvent l'impression que quand on va partir seul, on va être seul tout le temps. Alors qu'en fait, quand on part en voyage comme ça, sac à dos, et qu'on part seul, on n'est jamais seul parce que tu vas aller dans des auberges et tu vas rencontrer d'autres personnes, tu vas faire des activités, tu vas être amené à rencontrer aussi du monde. Donc l'avantage du voyage solo, je pense, moi je ne l'ai pas testé, mais de ceux que j'ai pu rencontrer, c'est que tu peux choisir d'être seul, mais tu peux aussi choisir d'être entouré. Et l'aventure en backpack, justement, ça t'amène à rencontrer beaucoup de personnes sur ta route. L'inconvénient de voyager à deux, c'est effectivement, des fois, je pense que tu as besoin aussi d'avoir ta bulle. Après, voilà, c'est une question de connexion avec la personne. Alors, le principal moyen de transport qu'on a utilisé, c'est souvent les bus, et notamment les bus de nuit, parce que ça se fait beaucoup en Asie. C'est les bus de nuit, tu les prends, tu as ta petite couchette, et tu pars voilà, sur des trajets. Généralement, on a fait des trajets hyper longs, on a fait du 25 heures de bus, des choses comme ça. Donc c'est le principal transport. On a aussi beaucoup pris le train. Et les tuk-tuk à fond en Asie, c'est souvent ça. Alors le stop, on n'a pas tenté. On n'a pas tenté parce que justement, en fait, l'accessibilité au transport était assez simple et ça coûtait relativement peu cher. Donc on a décidé de faire vraiment plutôt par les transports en commun. Alors je suis partie avec un sac à dos 70 litres, ce qui est assez gros quand même, et j'avais un petit sac en plus, donc à refaire je prendrais plus petit pour le coup. Au final tu laves souvent tes affaires en auberge, dans les laveries, des choses comme ça. Donc si c'était à refaire, je pense que je prendrais un 50 ou 60 litres. L'objet principal que je pourrais pas enlever de mon sac à dos, ce serait mes écouteurs. Mes écouteurs dans les transports, dans les trucs, écouter ta musique, c'est indispensable. Quand on est arrivé au Népal, on s'est dit qu'on voulait absolument faire un trek dans l'Himalaya parce qu'au Népal, c'est un peu la chose à faire. On s'était dit on va rester sur un truc soft. On avait contacté un guide, donc népalais mais qui parlait français, et qui nous a proposé de faire un petit tour. Alors on montait jusqu'à normalement 3500 mètres. Et on était parti là-dessus. En fait, on a rencontré un Français qui était partant pour faire ce projet avec nous et qui nous a motivés finalement à faire plus, parce qu'il nous a dit vu qu'on est au Népal et qu'en France on n'a pas des sommets plus hauts que 4000 mètres, autant faire un sommet plus haut que 4000 mètres. En fait, on y a réfléchi avec mon ami Ambline. Et on s'est dit, bon, c'est vrai qu'on est au Népal, autant grimper quoi. Donc en fait, on s'est motivé à faire un trek de 12 jours, c'est le trek du Tour des Annapurnas. Et donc on est monté jusqu'à 5416 mètres d'altitude. Et c'était une grande première parce qu'on n'avait jamais fait de haute altitude. Donc bien heureusement, ça s'est bien passé, on n'a pas eu de mal d'altitude ni rien. Et c'était une expérience mais incroyable. Je pense que ça restera la plus belle expérience de ma vie que j'ai pu faire pendant ce voyage. Et puis c'est l'ambiance, tu vois, le Népal c'est un pays qui est très spirituel. C'est vraiment une partie du monde où
La culture est très différente, ils ont une autre façon de voir un peu la vie, de voir les choses. Ils vivent avec pas grand chose et en fait ils se contentent de ça, ils sont très heureux dans leur vie et ils sont très accueillants et justement c'est là où on se rend compte qu'avec peu, on donne beaucoup au final. Il y a des gens qui nous accueillent les bras ouverts, qui nous donnent tout alors qu'ils ont rien et ça fait vraiment se poser beaucoup de questions sur comment nous, Européens, on vit en Europe. On se rend compte en fait dans mes 6 mois de voyage, je me suis dit j'ai vraiment de la chance moi en tant qu'Européenne de chez moi avoir tout ce que je veux, quand je veux. Tout est ouvert, on a des magasins qui nous offrent une possibilité inimaginable de nourriture, de vêtements, voilà. Et donc du coup, ça fait aussi se poser des questions sur comment on vit nous en tant qu'Européens sur la surconsommation, sur des choses comme ça. Et moi je sais que j'ai beaucoup réfléchi à tout ça et je me dis c'est vrai qu'en fait on se rend pas compte qu'on peut vivre avec moins finalement et être tout autant heureux dans notre vie. Et c'est un bon moyen de se remettre en question, de partir en voyage en Asie. J'en ai fait beaucoup des rencontres qui m'ont assez marquée. Je dirais que la plus importante que j'ai pu faire, ça restera mon guide du Népal. Vraiment, le Népal, ça m'a beaucoup marqué. Et mon guide et mon porteur du Népal, ça a été la rencontre la plus marquante parce que il a une histoire de vie qui fait que ça remet beaucoup en question pareil, comment on vit, la chance qu'on a de vivre comme ça. C'est des personnes qui ont travaillé toute leur vie dans la montagne. Mon guide était porteur avant, il a porté des sacs de touristes depuis ses 13 ans jusqu'à aujourd'hui et ça lui en a coûté sa santé aussi puisque maintenant il a beaucoup de problèmes de dos, des choses comme ça. Et c'est quelqu'un qui a pris une revanche sur la vie et son histoire de vie nous a beaucoup marqué puisqu'il est passé de porteur un peu exploité à justement aujourd'hui être guide pour des Français et il a réussi à vivre de ça aujourd'hui. Et il a pris une revanche sur la personne qui l'employait à l'époque, qui l'a maltraité, qui lui faisait porter des sacs de 70 kilos, il n'en pouvait plus. Voilà. Justement, son histoire est très marquante parce qu'il a rencontré des Français, un père et son fils, qui étaient venus faire un trek au Népal et qui se sont pris d'amitié pour lui. Et en fait, ce père et son fils ont décidé de l'aider et de lui payer ses études pour devenir guide, pour lui permettre d'avoir une chance de mieux vivre, parce qu'il faut savoir qu'au Népal, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est environ 70% des personnes au Népal qui n'ont pas de travail. Et donc, la seule façon de vivre, c'est d'aller faire porteur dans les montagnes. Et voilà, donc ça, c'est une grosse introspection. Donc, eux m'ont beaucoup marqué. Et après, ça reste des personnes qui ont pu avoir un impact sur nous pendant le voyage, avec qui on s'est liés d'amitié, qui sont aujourd'hui encore mes amis, avec qui j'ai passé 2 semaines, 3 semaines à voyager, que ce soit au Laos, que ce soit au Sri Lanka, voilà. Alors, ma plus grosse galère. J'ai pas eu de vraies grosses galères en soi, ça a toujours été des petites anecdotes qui ont été un peu drôles ou quoi. Une galère qui a pu nous arriver, c'est quand on a fait, je pense, le passage entre le Laos et le Vietnam. On a fait 25 heures de bus de nuit. En fait, il faut savoir que les bus de nuit, donc tu as différentes catégories. Nous, on prenait toujours le moins cher pour essayer d'avoir dans le budget. Et on a voyagé en fait dans un bus de nuit où c'était des sièges à moitié inclinés, donc pas très confort. Au moindre virage, on tombait des sièges, des choses comme ça. Et en fait, on a voyagé comme ça jusqu'à la frontière du Vietnam. À la frontière du Vietnam, ils nous ont déposés, on ne savait pas où il fallait aller, personne ne nous indiquait, on ne savait pas s'il fallait faire tamponner nos passeports, le bus il partait sans nous, on était complètement perdus et puis pas du tout agréable, les gars qui géraient le bus. On a juste suivi un peu comme ça. Et après on est remonté dans le bus au bout de presque 3-4 heures au matin. Et en repartant, on s'est pris un camion, donc du coup on a dû attendre 1 heure et après on a dû repartir, sauf que le bus est parti sans nos sacs. Et il y avait un autre bus qui nous attendait, mais on savait pas du tout où on allait, donc on essayait de demander et personne nous répondait. On pensait qu'on avait perdu nos sacs. Au final, on les a retrouvés 1 heure plus tard parce qu'on est retourné au bus. C'était un peu la galère pour ça, mais voilà, c'était des petites galères qui nous ont pas trop quand même embêtés. Mais c'est vrai qu'il y a eu des fois dans le voyage où je me suis dit ma maison me manque, mon confort me manque, mes amis me manquent. Et des fois des petites galères aussi où on se dit on se sent un peu seul parce que on sait pas sur qui compter, on sait pas demander, voilà. Et il y a des fois où ton esprit il va te dire là j'ai envie de rentrer, en fait j'ai envie de stopper le truc et en fait après tu prends du recul. C'est surtout qu'il faut pas en fait foncer tête baissée, tu vois. Moi j'ai pu faire des choix où je suis allée d'un coup et je me suis dit ok je prends cette décision
Et en fait, au final, avec du recul, j'aurais dû plus prendre le temps. Dans ces moments-là, quand on hésite, faut prendre du recul. Il faut se dire, d'accord, bon, j'ai vécu tout ça, en fait, j'ai de la chance de vivre tout ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui pourraient partir autant de temps, qui pourraient prendre 6 mois pour voyager, pour rencontrer. J'ai fait des super rencontres. Tout ce que je vis, c'est exceptionnel, ça me fait grandir. Donc il faut prendre du recul et il faut peser le pour et le contre. Et en fait, au final, tu te dis, bah non, mais je vis ça maintenant, je le vivrai pas une deuxième fois, donc allez, on y va et ça va bien se passer. Et c'est un petit coup de mou, mais ça va repartir, quoi. Ce que je me dis souvent, moi, je me dis, quand je regarde tout ce que j'ai fait, je me dis, j'ai vraiment de la chance d'avoir vu autant de pays, autant de populations, autant de cultures. Quand je compare la vie que j'ai maintenant avec la vie que j'aurais pu avoir si j'avais décidé de rester en France, posée dans mon travail, etc. Et je me dis que j'ai aucun regret d'avoir fait ça, puisque j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de bouger quand je veux. Ça me fait vraiment évoluer sur plein de côtés. Et je me rends compte qu'effectivement, il y a beaucoup de gens dans leur vie qui aimeraient faire ça, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils sont bloqués par le travail ou qui sont bloqués par la vie personnelle. Après, comme je dis tout le temps, on se met nos propres barrières. En général, on se dit, oui, je peux pas le faire parce que j'ai le boulot, parce que j'ai la vie. Mais si tu as vraiment envie de le faire, tu peux. Il y a des solutions, tu peux le faire. C'est juste une décision à prendre. Et certes, c'est une grosse décision de partir autant de temps dans des voyages comme ça. C'est aussi, tout le monde n'est pas apte à faire des gros voyages où tu es dans des conditions quand même un peu, des fois, difficiles. Tu dors peu, tu bouges tout le temps, t'es pas dans ton confort. Donc ce mode de voyage, c'est pas fait pour tout le monde. Mais au final, quand tu le fais, c'est extraordinaire. On a tendance à se dire, voilà, tu vois, les gens que je rencontre, tout le monde me dit, waouh, mais t'as de la chance de voyager, t'as de la chance de faire ça. Je dis, mais oui, j'ai de la chance, mais d'un côté, je l'ai décidé. C'est moi qui ai décidé d'y aller. J'ai travaillé j'ai travaillé pendant 2 ans pour mettre de l'argent de côté, même plus que ça, parce que quand j'étais en études, je travaillais déjà à ce projet-là, donc je mettais tous les mois de côté. Donc j'ai travaillé pour voyager autant, mais en fait, il faut juste sauter le pas de la peur d'y aller, quoi. Et une fois que tu as décidé de le faire, après, c'est pas de regret. Je pense qu'il y a très peu de gens que tu rencontreras sur ta route. Si tu poses la question à tous ceux qui ont fait ce projet-là de partir en voyage, très peu de gens te diront qu'ils ont regretté. Ça change beaucoup de choses, le voyage, vraiment, moi je me suis vraiment évoluée en l'espace de 6 mois, ça a changé complètement ma vision des choses. J'ai évolué personnellement, parce que je me suis remis beaucoup en question sur la connexion avec les gens, sur l'importance des amitiés, l'importance des relations que tu peux avoir, le manque aussi de la famille, des amis. En fait, tu prends plus conscience des choses, des petites choses de la vie. Surtout, tu commences à prendre conscience que la vie c'est fait de petites choses qui au quotidien t'apportent du bonheur. Et moi je me suis remis en question sur mes choix de vie, sur mes projets futurs. Voilà, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de mal à me projeter après sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que j'ai envie de faire, de me poser quelque part. Ça m'a permis de justement me mettre en confiance pour après ce voyage-là, me poser, avoir un travail sans que ça me fasse peur d'être bloquée. Parce que je sais que je pourrais repartir quand je veux aussi en voyage, etc. Ça m'a fait évoluer sur les relations aux personnes. J'ai l'impression d'être devenue aussi une meilleure personne, d'être plus dans la communication, d'accepter les petites galères aussi. Et ça te fait prendre conscience aussi sur notamment tous les petits problèmes de la vie. En fait, c'est pas grave, tu vois, si t'arrive une galère, si t'arrive un truc que tu voulais pas, il y aura mieux après, c'est pas grave, il faut accepter et tu vas évoluer, tu vas avancer. Si c'est arrivé, c'est pour quelque chose, mais il va y avoir quelque chose de mieux après et c'est pas grave. Voilà, c'est des petites galères, il y en a, mais le reste sera mieux, quoi. Alors j'ai eu très peur du retour en soi, je pense que c'est un peu quelque chose qui fait peur à tout le monde quand tu pars autant de temps. Pour moi, c'est la peur principale du voyageur, c'est le retour à une vie, comme on dit, un peu plus tranquille, puisque quand tu pars en voyage, tu es vraiment dans une bulle, tu es dans un quotidien complètement différent. Et moi, ce qui me faisait peur en rentrant, c'est justement d'avoir ce décalage avec mon entourage, avec mes amis, avec ma famille, et puis de plus retrouver cette chose qui t'anime quand tu es en voyage. Tu vois, tu as toujours un petit but, tu rencontres toujours de nouvelles personnes, tu fais des choses qui te tiennent en haleine. Et moi, j'avais vraiment peur de ça. Et au final, je me suis rendu compte quand je suis rentrée que rien n'avait changé, que les gens avaient continué leur vie, voilà. C'est une sensation très bizarre. Parce que d'un côté, rien n'a changé, et d'un autre côté, j'ai l'impression d'avoir évolué et d'avoir vécu 10 vies en une année.
Et au final, ça se passe plutôt bien ce retour, mais j'ai toujours cette envie de repartir et de continuer à vivre des aventures comme ça, quoi. On se met souvent des barrières nous-mêmes, on se dit qu'on ne sera pas capable parce que ça fait trop peur, parce que c'est trop dangereux, parce qu'on n'a pas assez d'argent. En fait, il y a toujours des solutions pour moi. Si on a envie de le faire, on peut le faire. C'est juste, voilà, après, il y a toujours des solutions. On peut travailler dans un pays, on peut se faire héberger, on peut faire du woofing. Et en fait, il faut passer au-delà des appréhensions. Certes, ça fait peur, hein, surtout quand c'est une première fois, surtout pour les personnes qui partent pour une première fois en voyage, notamment solo. Et prendre les conseils des gens, mais ne pas écouter les gens. Parce que les gens, ils vont t'induire dans leur choix à eux, comment ils pensent, mais il n'y a que toi qui peux faire tes propres choix, il n'y a que toi qui peux vivre ta propre vie. Donc moi, un conseil, c'est si tu as une idée, fonce, et au pire, ça ne marchera pas et tu pourras revenir. Voilà, faut pas avoir peur de partir parce que c'est juste sauter ce pas-là de partir. Une fois que tu seras dans ton voyage, tu verras. Voilà, je sais que plus tard, voilà, je partirai sûrement refaire un même style de voyage en Amérique du Sud ou voilà, découvrir d'autres endroits. En tout cas, ce ne sera pas la fin des aventures, c'est sûr. Un mot de la fin, je dirais vivez vos aventures tant que vous pouvez. La vie elle est trop courte pour pas profiter. Il y a beaucoup trop de choses à voir dans le monde pour une seule vie, donc faut foncer.